Imaginons un instant la scène. Le genre de vieux bureau administratif, avec des néons qui grésillent légèrement. Ah oui, l'ambiance bien austère. C'est ça. Les étagères qui plient sous le poids de centaines de dossiers gris. Des trucs remplis de formulaires et d'acronymes complètement incompréhensibles. L'image même de la bureaucratie qui paralyse tout. Exactement. Mais soudain, ces dossiers s'ouvrent. Et au lieu de cracher de la poussière, ils se transforment. Oh, j'aime bien cette idée. Le bureau disparaît, les murs s'effacent, et on se retrouve au beau milieu d'une cour d'école. Une cour vibrante de vie, tu vois. Un jardin verdoyant, des enfants qui plantent des graines, toute une communauté qui collabore. C'est un sacré contraste avec le néon qui grésille. Totalement. En fait, on a souvent tendance à penser que les transformations les plus radicales, elles sont le fruit de grands discours flamboyants. Mais parfois, elles se cachent juste derrière le jargon administratif le plus aride qui soit. Et c'est justement ce qui rend notre sujet d'aujourd'hui si fascinant. Ouais, c'est la mission de notre plongée documentaire d'aujourd'hui. Comprendre comment de simples outils de gestion peuvent littéralement métamorphoser une école. C'est vrai que l'administration, elle est rarement perçue comme un moteur d'innovation, en fait. On l'oppose systématiquement à la pédagogie. C'est clair. D'un côté, t'as le froid, le papier, le contrôle, et de l'autre, la chaleur, l'humain, l'apprentissage. Voilà. Et nos sources d'aujourd'hui, elles s'attaquent frontalement à ce mythe. L'administration, c'est pas l'ennemi de la pédagogie. En réalité, c'est son architecture invisible. Alors, pour ceux qui nous écoutent, notre exploration s'appuie sur une ressource vraiment pointue. C'est un cours académique d'ingénierie éducative issu du master MEF. Oui, le master pour les métiers de l'enseignement. Et ce module précis est conçu pour les futurs directeurs d'établissement. C'est ça. Et c'est hyper ancré dans la réalité du terrain. C'est rédigé par un inspecteur principal, Mamadou Hanché. Et c'est pas juste un petit cours isolé, hein. Ah non du tout. C'est soutenu par des institutions super prestigieuses. Ouais, l'École normale supérieure de Niamey, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université Senghor, et ça s'aligne même sur les grands cadres de l'UNESCO et de l'OCDE. Donc on est sur du très solide. Mais attention, l'objectif ici, c'est pas de lister un manuel de gestion ligne par ligne. Ce serait mortellement ennuyeux. Ah, ça c'est sûr. Non, il s'agit plutôt de voir comment deux outils spécifiques, qui ont l'air terriblement bureaucratiques, opèrent en fait comme des armes secrètes de mobilisation. Des catalyseurs de changement, ouais. Ok, décortiquons ça. Le premier concept qui revient sans cesse dans le document, c'est celui des TDR, les termes de référence. Le fameux acronyme qui fait peur à tout le monde. Bah oui. Comment un simple acronyme comme ça peut être la fondation d'un projet éducatif? Eh bien, en fait, les termes de référence, ça structure l'intention. Avant de construire un bâtiment ou de former un enseignant, il faut transformer en une volonté un peu floue en un vrai contrat opérationnel. D'accord, donc c'est le passage de la théorie à la pratique. Exactement. Et le document de l'ENS Niamey insiste sur un mécanisme crucial. Le dispositif de suivi et d'évaluation, il doit être intégré dès la conception. Attends, dès le départ, on n'évalue pas à la fin d'habitude. C'est justement l'erreur classique. Les TDR, c'est pas juste une liste de tâches, tu vois. C'est un outil qui définit en amont comment on va mesurer le succès ou l'échec. Ah ouais, ça change tout. Complètement. Ça modifie profondément le comportement de tous les acteurs impliqués. Quand tu sais comment tu vas être évalué, tu agis différemment. Le texte parle d'ailleurs d'éviter les malentendus dans la mise en œuvre. Si on prend une petite analogie, Vas-y, je t'écoute. imaginons un meuble en kit ultra complexe. Si tu confies le montage à une équipe de 10 personnes pleines de bonne volonté, mais sans la notice, c'est le désastre garanti. Ah, oui. Tout le monde va forcer sur des vis qui ne rentrent pas. Voilà. Et les TDR, c'est exactement cette notice. Ça définit qui tient la planche, qui visse et en combien de temps ça doit être fait. C'est une super métaphore, parce que le malentendu, dans un projet éducatif, ça prend souvent la forme d'un gaspillage de ressources, ou pire, d'une perte de confiance. Ce qui est mortel pour une école. Totalement. Ce qui est fascinant ici, c'est que les TDR prennent des grands objectifs conceptuels, du genre améliorer la qualité de l'apprentissage. Le truc très vague, quoi. Voilà. Et ils forcent les concepteurs à les traduire en actions mesurables, avec des responsabilités nominatives et des calendriers hyper stricts. Donc, en fixant ces règles du jeu dès le départ, on protège le projet. On le protège de l'éparpillement, oui, et on instaure un vrai climat de confiance. Chaque partenaire sait sur quoi il s'engage. Sur le papier, franchement, c'est très beau. Mais dans la réalité, on sait que l'éducation, c'est de l'interaction humaine constante. Oui, avec beaucoup d'imprévus. Bah oui. Un enseignant face à 30 élèves bruyants, il gère des urgences à la minute. Est-ce qu'un document hyper structuré de 10 pages, c'est pas juste un fardeau qui va tuer sa créativité? C'est une excellente question.
Et c'est une objection soulevée par pas mal de professionnels sur le terrain. Et comment la source y répond? Par un paradoxe super intéressant. En fait, l'innovation sans cadre, ça génère de l'angoisse. De l'angoisse. Comment ça? Quand un enseignant ou un directeur navigue à vue, la peur de faire une erreur paralyse l'initiative. S'il n'y a pas de règles, tu as peur de mal faire. Ah, je vois. Tu n'oses pas tester des nouvelles choses. C'est ça. À l'inverse, lorsque les TDR définissent précisément le périmètre d'action, les ressources, les critères de réussite, ça crée un filet de sécurité. Donc le cadre, il est là pour rassurer. Exactement. Le cadre ne dicte pas chaque mot que le prof doit dire en classe. Il garantit juste que la prise de risque reste alignée avec les objectifs de l'école. L'enseignant sait jusqu'où il peut innover sans tout casser, en gros. Voilà, il a son terrain de jeu bien délimité. Ok. Donc si le TDR, c'est la notice technique pour une action précise, il faut bien quelque chose pour définir la direction de toute l'école, non? Absolument. Et c'est là que notre source introduit le projet d'école. On passe au niveau supérieur. On quitte la tâche quotidienne pour entrer dans la vision stratégique. C'est un plan sur 3 à 5 ans d'après le document. Le projet d'école, c'est la boussole. Mais ce qui marque une rupture fondamentale ici, c'est pas le document en lui-même, c'est la façon dont il est fabriqué. C'est-à-dire? C'est plus juste le ministère qui envoie un fax avec des directives. Plus du tout. C'est fini l'application mécanique par la base. La source détaille un processus centré sur ce qu'ils appellent le diagnostic participatif. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le diagnostic participatif. Concrètement, on demande à l'école de s'auto-évaluer. Oui, mais pas seulement entre profs, dans la salle des maîtres. C'est ça. La direction doit impliquer les parents d'élèves, les partenaires locaux, les autorités de santé, la mairie. On est face à une vraie décentralisation du pouvoir de décision. On demande littéralement à la communauté de quoi on a besoin, nous, ici et maintenant. Et si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est hyper cohérent. La littérature de l'OCDE et de l'UNESCO documente largement ce basculement. L'école qui s'ouvre sur l'extérieur. Voilà, le modèle de l'école isolée, la petite forteresse du savoir, déconnectée de son quartier, c'est complètement obsolète. Mais du coup, ce diagnostic participatif, c'est pas juste une grande réunion publique où tout le monde se plaint. Ah non, sinon ce serait le chaos. C'est une mécanique très complexe et très encadrée. Parce que mettre autour d'une table des profs, des parents, des élus, ça ressemble à un sacré défi diplomatique. C'est vrai. Mais c'est une méthode structurée. Tous ces acteurs vont confronter leurs observations pour isoler les vraies causes des problèmes scolaires. L'école devient un vrai carrefour communautaire. Exactement. Et la communauté entière prend la responsabilité du succès des enfants. Mais pour que ça ne s'enlise pas dans des débats infinis sur, je sais pas, le temps de récréation, Ou le menu de la cantine. voilà, la méthodologie exige de s'appuyer uniquement sur des faits observables. Les futurs directeurs apprennent à canaliser les discussions vers des constats concrets. Et c'est précisément ce que démontre l'étude de cas du document, l'exemple de l'école primaire de Bawada. Un exemple parfait pour illustrer tout ça. Ça ancre toute cette théorie dans une réalité hyper terre-à-terre. Parce que le diagnostic de la communauté de Bawada tombe et le problème identifié n'a rien à voir avec la pédagogie. Rien du tout. Il ne pointe pas du doigt un manque d'ordinateur ou de livres. Non. Le problème central, c'est l'insalubrité de l'environnement scolaire et le manque d'infrastructures sanitaires. En gros, l'école est sale et n'a pas de vraies toilettes. Et c'est là que l'intelligence collective brille. L'analyse met en lumière un taux d'absentéisme énorme et des gros problèmes de concentration chez les élèves. Et il relie ça directement à l'environnement physique. Tout à fait. Du coup, le plan d'action de ce projet d'école, il est radicalement matériel. Les objectifs sont super précis. Construire des latrines, lancer un programme de sensibilisation à l'hygiène et créer un jardin scolaire. C'est très concret. Mais attends, sur le papier, construire des toilettes et gérer des déchets, on a l'impression de glisser vers un projet de BTP ou de santé publique. C'est souvent la critique qu'on entend, oui. Un directeur d'école qui devient chef de chantier pour des égouts, on s'éloigne pas de la mission d'éducation, là? Eh bien, cela soulève une question hyper importante. Mais séparer strictement l'infrastructure de l'intellect, c'est une erreur d'analyse. Et ce master vise justement à corriger ça. Ah oui. Le document dit quoi là-dessus? Il est sans équivoque. L'environnement conditionne l'apprentissage. La disponibilité cognitive d'un enfant, son cerveau quoi, ça dépend de sa sécurité physique. Bah oui, un enfant malade, il n'apprend pas. Exactement. L'insalubrité amène des maladies, donc de l'absentéisme, et l'inconfort empêche la concentration. Assainir l'école, c'est pas un détour. C'est la base, en fait. C'est le prérequis non négociable pour qu'il y ait de l'éducation tout court. La logique est implacable.
Tu peux avoir le meilleur prof du monde avec la méthode la plus innovante. Si la moitié de la classe a mal au ventre, c'est mort. Totalement mort. Donc la communauté règle d'abord ce problème matériel. Mais le troisième objectif de Bawada, la création du jardin scolaire, ça va encore plus loin. Oui, on passe à une autre étape. Une fois la cour assainie, comment ce fameux jardin, à l'extérieur, il retourne à l'intérieur de la classe pour impacter les notes des élèves? C'est là qu'on voit la fonction transformatrice du projet d'école. Ce jardin, c'est plus juste pour faire joli. Ça devient un support d'enseignement multidisciplinaire. D'accord. Comment ça se traduit en sciences, par exemple? Au lieu d'étudier des schémas de germination tout abstraits dans un livre, les élèves ont observé la vraie croissance des plantes. Les plantes qu'ils ont semées eux-mêmes. Voilà. Ils mesurent, ils documentent. Les phénomènes biologiques deviennent super tangibles. Mais le texte révèle que ça touche aussi des matières plus inattendues, comme les mathématiques. Complètement. Parce que gérer un jardin, ça demande de la modélisation mathématique constante. Attends, vraiment? Pour faire pousser des tomates? Ah bah oui. Il faut calculer les surfaces cultivables, estimer les volumes d'eau pour l'irrigation et même évaluer les coûts de production. Ah ouais, les formules géométriques prennent tout leur sens. C'est plus juste un exercice sur un tableau noir, c'est une question de survie pour leur récolte. Et même le français est impacté. Le document parle de la production de textes descriptifs sur les activités du jardin. Les élèves travaillent la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire, mais pour raconter leur propre réalité. C'est génial. En fait, c'est un véritable cheval de Troie pédagogique, Evelyne. L'expression est parfaite, c'est exactement ça. Les élèves ont l'impression de juste jardiner, de s'amuser dehors. Et paf, ils intègrent des maths et de la grammaire sans s'en rendre compte. L'effort hyper laborieux d'apprendre des règles par cœur, il est masqué par l'action concrète. L'enfant résout un vrai problème de son environnement. Et ça décloisonne complètement les savoirs. On ne range plus la géométrie dans un tiroir de 8h à 9h et le français dans un autre de 9h à 10h. C'est fini ce modèle-là. Le jardin, le problème réel, ça demande d'utiliser toutes ses compétences en même temps. Ce qui est beaucoup plus proche de la vraie vie, finalement. Exactement. C'est la forme la plus aboutie de l'apprentissage. Et c'est pour ça que ce module universitaire forme les futurs directeurs avec ce genre de simulation. Ils doivent maîtriser cette transversalité. Oui. Les étudiants du master MEF, quand ils analysent ces projets d'école, ils apprennent à lier un choix administratif, comme faire un jardin, au développement du cerveau de l'élève. Ils doivent orchestrer tout ce beau monde. C'est ça, s'assurer que les termes de référence du jardin impliquent bien le prof de sciences et le prof de français, et que l'évaluation portera sur la récolte autant que sur les bulletins. Eh bien, la boucle est bouclée. Franchement, le cheminement est saisissant. C'est un sacré voyage, oui. On est parti d'une vision d'archives poussiéreuses et de paperasse pour comprendre que ces TDR sont en fait l'infrastructure de la confiance. On a la preuve qu'une bonne gestion transforme un problème de toilette en moteur d'apprentissage. Et la pertinence de tout ça, ça dépasse largement l'éducation. C'est clair, c'est une vraie leçon de leadership. Rassembler des gens très différents autour d'un constat commun, donner des rôles clairs pour pas s'éparpiller, et lier un besoin matériel au développement d'un groupe. C'est la base pour n'importe quel projet complexe. C'est une grille de lecture qu'on peut appliquer partout en fait, dans une entreprise, une asso. Mais pour clore cette exploration, j'aimerais lancer une petite réflexion. Vas-y, je suis curieuse. Cette histoire de jardin qui enseigne les maths, ça soulève une perspective assez vertigineuse quand on y pense. C'est-à-dire? Si gérer l'infrastructure de l'école, c'est un meilleur support d'apprentissage que le manuel classique, est-ce qu'on pourrait imaginer un futur où la gestion de projet remplace carrément la pédagogie traditionnelle? Ouh, on va loin là. Ouais, imaginons. L'école, ce serait plus un bâtiment où tu viens t'asseoir pour écouter un prof. Ça deviendrait une micro-société. Une micro-société gérée par les élèves eux-mêmes. Exactement. Avec son propre budget, son agriculture, sa maintenance énergétique. Les élèves en seraient les gestionnaires. Tu apprendrais l'économie en gérant la cantine, le droit en rédigeant le règlement intérieur. Les sciences de l'ingénieur en réparant les bâtiments, carrément. Voilà. L'existence et la survie du lieu deviendraient, à elles seules, le seul véritable programme d'études. C'est une vision fascinante et ça remettrait en cause absolument tout ce qu'on connaît de l'école aujourd'hui. C'est une belle idée pour nourrir la réflexion de ceux qui nous écoutent. Une belle ouverture, oui. En tout cas, merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. Mais avec grand plaisir. À la prochaine pour une nouvelle exploration TEDIC.